le courant des frères musulmans, Al-Ukhwan al-Muslimoun, eh bien, les islamistes considèrent qu'il faut non pas une islamisation par le bas, comme on appelle cela en sociologie religieuse, mais une islamisation par le haut, c'est-à-dire par le pouvoir, en s'emparant des rouages du pouvoir. Voilà la différence qu'il y a essentiellement entre le Qatar, adepte des rouages du pouvoir, j'aide avant tout les partis en position du pouvoir, comme en Turquie, ou alors en position de prendre le pouvoir, comme en Égypte en 2012-2013. Ce n'est pas le cas de l'Arabie, qui, elle, au contraire, pense qu'il faut certes partir de la société, mais il faut rester dans le pouvoir doit rester aux mains du religieux. Voilà la différence dogmatique qu'il y a entre les deux, mais qui faisait que la crise couvait depuis fort longtemps. Aujourd'hui, elle a éclaté parce qu'il y a eu un élément nouveau d'un point de vue géopolitique, c'est la prise de langue entre le Qatar et l'Iran. L'Iran est quasiment le grand Satan pour les pays de la péninsule arabique, pour la simple raison qu'on est également, ce n'est pas la seule, mais dans une lecture confessionnelle des conflits de l'Orient. Ce n'est pas la seule lecture, bien entendu. On a vu quelle est la lecture stratégique, géopolitique, la lecture également économique, et on va en parler de plus en plus, mais il y a aussi cette lecture confessionnelle entre les deux plus grandes branches de l'islam, la troisième étant devenue, malgré eux d'ailleurs, je dirais, il s'agit du sultanat d'Oman, les kharijites, les sortants, étant devenus un peu l'arbitre ou le médiateur, du moins entre les deux, qui se considèrent, pardonnez-moi cette comparaison, chacun dans son rôle, le Vatican, l'un du sunnisme, l'autre du chiisme. Ce sont les deux grandes branches de l'islam, la troisième étant représentée essentiellement en Tunisie, dans la presqu'île de Djerba, dans tout le mzab algérien et au pouvoir dans le sultanat d'Oman. Cette lecture confessionnelle est aujourd'hui devenue, hélas, incontournable, même si ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la seule. Et donc, il est bien entendu que celui qui accepte de parler avec l'Iran, accepte de parler avec le Vatican chiite, donc est un traître pour le Vatican sunnite, le traître étant entre guillemets. Et enfin, la troisième raison de l'éclosion de cette crise dont parlait Mezri Haddad à l'instant, c'est que tout simplement, il y a aussi des intérêts locaux, des intérêts régionaux et des intérêts internationaux. Le Qatar est le seul État de la région qui soit franchement, volontairement francophile, pas encore francophone, mais francophile. Et il a choisi de bâtir une certaine stratégie. La France n'est pas le premier pays où investit le Qatar, mais ça, je laisserai mes collègues en parler bien plus en détail que moi. Mais il est certain qu'il a une préférence pour la France. C'est certain. Sachant aussi que les États-Unis d'Amérique interviennent directement dans la région. On l'a vu avec la visite de M. Trump en Arabie. On l'a tous vu danser la danse locale et fier de le faire. Mais on oublie souvent que M. Trump est avant tout un homme d'affaires. Je ne crois pas qu'il verra
les 300 milliards de dollars qu'on lui a promis, le on étant dans ce cas-ci un pronom personnel indéfini en français, mais il enverra une petite partie. Mais c'est ce qui l'intéresse, c'est de faire des affaires. Chacun a un don, il essaye de le pratiquer, en tout cas de le faire fructifier. Néanmoins, il y a aussi un véritable problème, c'est qu'à circuler à un moment donné les fameuses cartes de Peters, que je vous invite d'aller voir sur la toile, comme on dit, qui sont les cartes de synthèse entre les études du secrétariat d'État aux États-Unis et les études du secrétariat à la Défense. Ce sont des cartes deux cartes, l'une qui s'intitule Before et l'autre qui s'intitule After. C'est une sorte de retour des États-Unis aux frontières naturelles. Et on voit que le démantèlement de la région n'est pas fini. On a démantelé la Tunisie, puis ensuite l'Égypte. On a tenté, du moins, on a démantelé la Libye par notre chef d'État qu'on avait à un certain moment, qui était, il faut bien le dire, très réactif et malheureusement très agité aussi, qui a écouté un certain ex-novo philosophe devenu mannequin depuis, et qui a été en Libye. Ce qui a fait éclater la Libye sur le plan régional, sur le plan tribal, et malheureusement aussi sur le plan identitaire, aujourd'hui. Donc on a vu l'éclatement de certains pays, on le voit en Syrie actuellement, mais semble-t-il, ce n'est pas fini. L'Irak s'est fait, l'Irak est devenu un État fédéral, tout a commencé à ce moment-là. Maintenant, vous me direz, mais alors, que vient faire et le Qatar et l'Arabie là-dedans? Les uns ont appuyé les frères musulmans en pensant que c'était le moment ou jamais de commencer l'islamisation par le haut. D'autres ont pensé plutôt continuer, poursuivre l'islamisation par le bas, mais une islamisation rigoureuse qui ne date pas d'hier, qui date de la fin des années 50, à la sortie de ce qu'on a appelé très pudiquement dans nos manuels scolaires la crise de Suez, et qui est devenue en fait la guerre de Suez. Et en sortant de cette guerre, ce qu'on appelle le monde libre, les pays occidentaux, ont traité non pas avec le républicain Nasser, qui était devenu l'ennemi intime, mais avec ceux qui avaient une lecture rigoriste, littéraliste du Coran et du livre saint de l'islam. Et au moment où, précisément, dans toute la zone, il y avait ce que nos diplomates appelaient à ce moment-là des ruptures de représentativité, vous comprendrez pourquoi j'adore la langue française et ses nuances, ce qui en langue normale voulait dire des dictatures, qui plus étaient des dictatures militaires, et on a vu s'installer ces dictatures dans toute la région. Il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait l'expression libre, c'était dans les lieux de culte, qui étaient déjà, par des arguments sonnants et trébuchants, et non pas des arguments dogmatiques, qui étaient déjà aux mains des Séoudiens. Donc tout cela a fait que les deux visions, à la fois sociétales et gouvernementales, se sont affrontées réellement lors de ce qu'on a appelé les printemps arabes, notamment en Tunisie, avec un Nahda soutenu par le Qatar, avec Erdogan qui, lui, aujourd'hui, est quasiment clairement soutenu
par le Qatar et qui a pris position dernièrement dans la crise pour le Qatar, etc., etc. Alors, dans ce cadre-là, comment voulez-vous que le Conseil de coopération du Golfe puisse travailler, dans la mesure où la suspicion aujourd'hui est générale? Les Émirats arabes unis ont un rôle particulier. Dès le départ, c'est l'Égypte qui a fait sortir les Émirats pour essayer de faire en sorte qu'en Libye, il y ait une sorte d'accalmie et de réunification. Ils font sortir les Émirats de leur neutralité. Là aussi, pardonnez-moi la comparaison quasi helvétique des Émirats, qui se sont alliés avec l'Égypte en Libye. Mais leur voisin, leur grand voisin, leur a demandé d'envoyer des troupes sur le sol, au sol, au Yémen, et c'est malheureusement ce qui aujourd'hui énerve les Émirats, dans la mesure où les troupes au sol, ils sont quasiment les seuls avec le Qatar, mais le Qatar était très réticent. Le Koweït, le sultanat d'Oman, aujourd'hui, essaye de jouer les médiateurs, mais on peut dire aujourd'hui que le cancer s'est emparé du Conseil de coopération du Golfe, et pour le guérir, il va falloir que beaucoup de médecins se penchent à son chevet. Qui voyez-vous d'autre que le médecin américain? Certainement pas le médecin russe, certainement encore moins le médecin iranien. C'est là où la France a un rôle à jouer, mais à condition que la France n'appartienne pas à un camp contre un autre, qu'on retrouve un peu la diplomatie gaullienne. La France parle avec tout le monde, et ceux qui ne se parlent pas entre eux passent par la France pour se passer des messages. Pour cela, il faut avoir un chef d'État qui ait des convictions, qui ait un savoir, et comme on dit vulgairement, qui en est. Malheureusement, on a un nouveau président aujourd'hui, heureusement pour cela. Peut-être que ce sera lui l'homme providentiel. Seul l'avenir nous le dira. Merci. Merci, cher Antoine. Merci surtout d'être là. Et on te souhaite que du bien.